Bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui les mots feront place au pinceau, la photo, la déco et la musique. Le Grand Talk vous plonge en un clic au cœur de l'industrie picturale et du show business des années 70 et 80. En face de moi pour évidemment parler de cela, le sculpteur de métal, l'inventeur du robot inactif, l'assembleur de soupières de grand-mère, c'est un petit air de sauce-graine et vous saurez pourquoi dans quelques instants, le très atypique Nyambodé Saliou qui nous vient du Bénin. Bonsoir Nyambodé. Bonsoir Jean-Jean Varol. Bienvenue en tout cas à vous. Et juste à vos côtés, un artiste inclassable, écrivain, peintre, photographe, galériste, agitateur culturel de haut vol, l'éclectique Jaco Bleu. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Merci, bonsoir Jean-Jacques Varol. Bienvenue en tout cas. Comment vous présentez l'orfèvre, le nec plus ultra, l'indémodable, le sexe symbole des années 70 et 80, 40 ans de carrière et pas une ride, une des plus grandes voix du continent, Monsieur Baïs Pinto, Monsieur Taxi Sougnon, tube immortel et éternel. Baïs Pinto, bonsoir. Bonsoir mon ami, bonsoir. Est-ce qu'on peut, avant de lancer justement notre petit débat ce soir, réécouter justement ce tube Taxi Sougnon, quelques frétillements, un souvenir en acapella, 1979 Taxi exactement. Sougnon, nyamamai, nyamamai, naumbe alibama. Taxi Sougnon, nyamamai, nyamamai, naumbe alibama. Ça donne encore toujours autant de frissons. Toujours autant de frissons. Des applaudissements. Car autant après, la voix est toujours aussi belle. Jaco Bleu, souvenir d'enfance avec cette chanson, forcément. Ouais, véritablement, parce que nous étions enfants et puis on suivait de très près notre aîné, Baïs Pinto, parce que c'était les chansons que nos parents écoutaient à l'époque. Et bon, étant enfant, on était bercé par cette voix assez langoureuse, cette voix qui emporte et qui vraiment vous envoie dans un rêve véritable. Franchement, nous avons toujours admiré Baïs Pinto en tant qu'artiste. Baïs Pinto, devrais-je dire, le crooner lover, le tombeur de ces dames, on se rend compte justement des hystéries qu'il a dit provoquer à cette époque avec son corps aussi beau que... Bon, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'instant, parlons art visuel justement. C'est quoi l'art visuel pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est? En fait, les arts visuels, c'est un générique pour appeler un peu toutes les formes d'expression plastique, telles que la peinture, la sculpture, le design. Et à cela, il a été adjoint la photographie d'art et la vidéo d'art. À l'époque, on parlait de plus en plus d'art plastique parce que c'était limité seulement aux formes d'expression purement en rapport avec la manipulation de la forme. Et comme il y a aujourd'hui l'intégration de la manipulation de l'image, que sont la photographie et la vidéo d'art, donc l'appellation la mieux indiquée, c'est les arts visuels. Voilà. Alors, quels sont les différents genres, les différents courants, les grands maîtres justement, mais parlons de ces courants qui ont influence ou continuent d'influencer les arts visuels. Bon, on dit les courants, il faut dire qu'au niveau de l'histoire de l'art, certainement, on va parler de Renaissance, on va parler de classicisme, on va parler d'impressionnisme, d'art moderne. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'art contemporain, qui est toutes les formes, qui rassemble un peu toutes les formes d'expression à partir des années 1945, donc l'après-guerre. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à chaque période et à chaque grand mouvement, chaque grande saison, il y a des façons de se démarquer. Au niveau de l'art moderne, par exemple, il s'agissait de partir de ce que les classiques faisaient, mais de déstructurer un peu la façon de présenter l'art. Donc, par exemple, une peinture, au lieu d'être seulement réaliste, on essayait de fragmenter. C'est ce qu'on a eu avec, par exemple, les impressionnistes et les cubistes et tout. Or, au niveau de l'art contemporain, l'après-guerre, l'art de l'après-guerre que nous vivons aujourd'hui,
ce n'est plus l'objet. L'art n'est plus objet. L'art, c'est beaucoup plus le concept, c'est beaucoup plus la mise en scène, la mise en place. Donc, on peut prendre une forêt, tailler des formes à l'intérieur, et on peut dire que nous nous exprimons, voilà, à partir d'une forêt qui a été modifiée, ce qu'on appelle aujourd'hui le land art. Il y a des installations, il y a des performances où un artiste peut faire des œuvres éphémères. Donc, l'œuvre aujourd'hui n'est plus représentée en tant qu'objet. Voilà, qu'il faut voir dans sa beauté ou bien dans sa présentation esthétique. C'est beaucoup plus le concept, c'est beaucoup plus la participation du spectateur et de tout l'environnement qui accueille la création. Voilà. Alors parlons justement des grands noms des arts visuels africains. Bon, il faut dire qu'en Afrique, nous avons quand même une histoire assez récente des arts visuels, parce que dans la façon de faire l'art à l'époque, dans nos traditions, c'était beaucoup plus en rapport avec nos cultes et nos traditions. Donc on faisait nos statuettes et nos masques qui avaient des fonctions sociales bien précises. Mais avec la façon de présenter aujourd'hui les arts, ce que nous pratiquons et ce pourquoi nous avons des espaces de diffusion, la peinture telle que nous la voyons aujourd'hui, la sculpture telle que nous la voyons aujourd'hui, il y a quelques noms. Ousmane Sow, par exemple, du Sénégal, qui est un grand nom de la sculpture contemporaine africaine. Nous avons en Côte d'Ivoire certains de nos maîtres également qui existent. James Soura, Monebou, Michel Kodjo, qui est le doyen de toute la génération. Christian Latier, qui est un sculpteur atypique, qui faisait la sculpture avec des alliages de métaux, donc l'armature en fer, et puis après il habillait avec de la cisale ou des cordes pour sortir des sculptures à part entière, parce que initialement la sculpture est faite pour être modélée, pour être taillée, pour être reforgée, mais avec lui il n'y avait pas de modélage, il n'y avait pas de taille directe, voilà, un peu comme ce que fait notre artiste Saliou Yambodé, voilà, qui ne taille pas, qui ne modèle pas, mais qui assemble et qui essaie de faire des compositions à partir d'un certain nombre d'objets. Voilà. Baïs Pinto, à part la musique, est-ce que vous avez déjà côtoyé d'autres formes d'art, notamment les arts visuels dont on parle dans cette émission? Oui, j'ai déjà côtoyé ces genres d'art. Et moi-même, je suis un peintre perdu à mes heures perdues, puisque toute ma maison que j'habite là, j'ai fait des dessins autour, j'ai fait des fleurs, c'est moi-même qui ai dessiné mes fleurs. Parce que j'ai vu un gars un jour qui venait faire, je lui ai dit de faire des granites, et avec les granites, il fait des formes et tout. Et je lui ai dit de me donner, je vais faire un éléphant. Et j'ai fait l'éléphant, après j'ai fait des fleurs, j'ai fait des étoiles et tout. Toute ma maison, c'est moi qui ai fait tous ces dessins qui sont toute ma maison, que j'habite actuellement. Super. Et donc je ne peux pas me dire que je suis un grand maître, mais je veux dire, à mes heures perdues, je fais ce genre Et le visuel, comme il le fait là, comme le frère le fait là, c'est intéressant parce que, en fait, la forme n'est plus, la forme culte comme l'a dit le frère tout à l'heure, c'est-à-dire on ne taille plus les bois comme ça. Eux, ils voient ça dans un environnement global. C'est-à-dire qu'ils voient un truc, ils voient une terre, et de loin, ils voient que la terre a des formes que la nature nous fait voir. En tout cas, on fera des efforts. Je ne sais pas si je me fais bien l'exprimer, mais c'est comme ça, je vois son truc visuel et tout. Mais on ira chez vous certainement avec Jaco Bleu pour noter vos dessins, parce que c'est un professeur d'art. Ah ouais, non, ici, il peut. Justement, il va certifier la qualité. Il peut. Bon, dans tous les cas. Non, mais c'est visible, tous les passants, tous ceux qui passent chez moi, ils voient ma maison décorée comme ça. On ne savait pas que vous aviez ça, une autre corde à votre arc, mais je dirais même plus, au-delà du micro, vous aviez aussi le pinceau. Mais on va parler maintenant. On va parler avec Nyambodé Saliou de son style, notamment ce style de récupération. Alors, on va regarder ensemble des images que vous allez nous commenter. LC, comment tu l'as baptisé cette œuvre? Ça, c'est la femme imposante. La femme imposante. Alors, ma grand-mère me servait manger dans des soupières quand j'étais petit. Alors, un jour, quand je mangeais dans les soupières, depuis au Bénin, j'étais là un jour et puis voilà. Un jour, je voyais soupières, les gens qui vendaient les soupières
à des Maliens, des ferrailleurs, machin, tout ça là. Et je voyais le sous-pierre et je dis, mais attends, tiens, on peut faire quelque chose avec ça. Et pourquoi pas de ne pas essayer de chercher. Au fait, je cherchais un nom où on parle de moi. Il faudrait qu'on dise Nyambodé a fait quelque chose. Alors, mais je me suis dit, non, attends, mais tiens, est-ce que je peux pas essayer de faire quelque chose, et des sous-pierres pour donner au moins une vie à quelqu'un. Et de là, maintenant, l'idée est venue par là de commencer à travailler les sous-pierres. Alors, c'est une structure de combien d'assiettes, d'éléments minimum. Au minimum, ça dépasse, ça dépasse déjà quelque chose de 100, au moins 200. Hein? Ouais. 200 parce qu'il y a des sous-pierres qui sont à l'intérieur. Je mets des sous-pierres à l'intérieur, il y a des fers à l'intérieur, tout ça là. Et ce ne sont pas les sous-pierres simples comme ça. Il y a des sous-pierres qui maintiennent les autres sous-pierres. Et de là, j'essaie d'agencer et puis donner des formes. Et puis voir le truc à les raccords de douche là. Ça, un jour, j'étais dans ma douche aussi. L'idée est venue par là, que de regarder. Attends, je suis en train de me laver. J'ai dit, mais attends, je faisais tout en coco taillé, comme coco taillé. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi je n'ai pas essayé? Je suis en train de me laver. Et je vois le truc, rallonge de douche là. Il dit, mais il fait comme ça. Il regarde, ça traîne sur moi. J'ai dit, mais tiens, l'idée est venue sortir de ma douche. Et j'ai commencé à dessiner en même temps. Et c'est ça, je prends des raccords de douche là pour faire des cheveux. Et puis vraiment, moi, les femmes, c'est quelque chose de truc. Parce qu'une femme africaine, on regarde par derrière. C'est pas dos qu'on regarde, voilà. Ses cheveux. Voilà, ses cheveux et tout ça. C'est pour ça que je l'ai coiffée comme ça et tout ça. Parce que c'est une femme qui a beaucoup de choses à la femme imposante. Il faut rappeler justement que cette œuvre est exposée à la galerie le Basquiat, dont vous êtes le directeur. Et il faut rappeler qu'elle a été présentée du 11 septembre au 11 octobre 2014 lors d'une exposition baptisée « Les choses qui étonnent ». Et moi, je dirais même plus les choses qui détonnent aussi. Oui, parce que c'était très bien. Alors, dans les arts visuels, il n'y a pas que ce concept sculptural, il y a aussi la photo qui, depuis pendant longtemps, a été un genre qu'on n'a jamais... Quoi, en fait? Oui, parce que tout simplement, les gens habituellement font des photos de leurs parents qu'ils mettent à la maison. Quand les gens se marient, ils font les photos, ils affichent ça chez eux. Donc, c'était difficile de concevoir, d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, le visage de quelqu'un d'autre dans sa maison. C'est-à-dire quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as ta photo dans ta maison, dans ton salon, et on te dit que c'est une œuvre d'art. Donc, ce regard autre, étranger, qui se retrouve à l'intérieur des maisons était tout à fait gênant. Et c'est avec le temps que les gens ont compris qu'effectivement, les photographies, les portraits d'art et les photographies de paysages et de tout ce qu'on peut avoir dans notre environnement immédiat peuvent également avoir de la même valeur que les tableaux, que les peintures, que les sculptures. C'est ainsi que les gens... En Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous essayons de faire des expositions photos. À la galerie, par exemple, nous avons initié une exposition qui est intitulée 456 heures photographie, qui rassemble un certain nombre de jeunes créateurs qui avaient des œuvres. Ils avaient des œuvres chez eux, ils avaient des photographies chez eux, mais bon, qui pouvait leur donner cette possibilité de pouvoir présenter ces photographies-là. Donc, comme ils sont venus me voir, et bon, j'ai décidé de présenter ces photos. Aujourd'hui, le regard sur la photographie est en train de changer. Les gens commencent à comprendre que la photographie peut avoir un aspect purement artistique, purement esthétique, et ce n'est pas forcément la photo qu'on a dans les coins de rue, forcément, ou exposition photo, visite guidée à travers l'exposition.
Voilà, c'était quelques images de 456 heures photographiques qui se déroulaient à la galerie Le Basquiat. Alors, on se dit, dans un environnement aujourd'hui où il y a le téléphone numérique, la photo numérique, est-ce que la photo peut encore reprendre son pouvoir d'antan, comme à l'époque des grandes fresques cinématographiques? Bien sûr, la photographie a toujours sa place parce qu'il ne s'agit pas forcément La photographie d'art. La photographie d'art, parce qu'il ne s'agit pas seulement de capter les images avec son téléphone ou avec son appareil photo pour dire que nous sommes photographes d'art, parce qu'il faut quand même avoir une démarche. Et si vous avez bien observé, les photos qui sont présentées à Le Basquiat Art Gallery sont des photos qui suivent une thématique précise. D'abord, toutes les photos sont en noir et blanc, ce qui était une façon de faire un choix, pour ne pas que les photos aillent dans tous les sens. Jouer sur l'ombre et la lumière. Jouer sur l'ombre et la lumière. Et en même temps, chaque exposant, chaque artiste qui est venu avec ses photos avait une démarche précise. Il y en a qui ont traité le corps, il y en a qui ont traité les enfants, il y en a qui ont traité l'environnement social dans lequel ils se trouvent. Donc, il y a une thématique qu'il faut suivre. Sinon, bon, chacun peut faire les photos tous les jours et dire qu'il fait de l'art. C'est pas forcément ça. On a notre grand maître de la musique qui est là. C'est pas parce que quelqu'un chante sous sa douche qu'il est chanteur ou qu'il est grand musicien. Dieu sait combien nous avons ensemble chanté sous nos douches. Et la raison pour laquelle, évidemment, Nyambodé Saliou n'a plus de corde à douche chez lui, à force de les avoir coupés pour ses sculptures, il se sert simplement d'un seau d'eau. Au moins, le propriétaire est sûr que sa douche restera intacte. Parlons photo. Parlons photo. Isfinto, la photo a beaucoup joué dans ta carrière. Surtout les pochettes d'albums où tu t'es présenté comme un véritable sexe symbole. Oui, c'est vrai. La photo a été, compte tenu d'ailleurs d'être au premier de nos préoccupations quand on veut faire un album. Il faut une belle photo, une belle photo. Maintenant, surtout la couleur noir et blanc revient. La couleur noir et blanc revient à la page. Mais la photo, elle a beaucoup joué. Quelle est pour toi la pochette d'album qui aura été la plus vendue, la plus enfin pas critiquée, mais la plus aimée en fait? Mais la plus aimée simplement, c'était la pochette de Beizoko, où j'étais dans un ensemble, pas un ensemble, mais dans un pantalon cuir, juste avec une petite chemise blanche et simple. Ils ont pris cette photo-là et j'étais là jeune comme ça. Et que la photo nette, comme ça, sans couleur. Ils sont allés à l'essentiel, ils ont pris ma gueule, excusez-moi. Et puis, ils m'ont photographié et c'est resté comme ça. Et là, je rends hommage à BBC, un de mes producteurs qui a eu l'idée de faire cette photo. BBC, animateur télé, producteur, animateur télé, radio. Il était photographe aussi. Oui, il était photographe. Il a eu l'idée de faire ça et ça me plaît, j'aime bien. Alors on va parler maintenant d'un sujet qui vous concerne tous les trois forcément, la création, la création artistique. Qu'est-ce qui est plus difficile, l'objet fini ou la conception de l'objet? D'abord la conception, parce que tout part de l'idée qui germe et tout le monde peut avoir une idée, c'est-à-dire on peut être chez soi, il peut avoir une idée, mais comment transcrire cette idée-là en image, en forme, en musique et tout ça, c'est là que vient la difficulté. Donc il faut déjà beaucoup travailler sur la façon dont on transcrit ou dont on transmet cette idée qu'on a. Et généralement, nos artistes, en tout cas ceux qui travaillent selon une certaine méthode, bon, moi je parle peut-être. Donc, il y a une méthodologie qu'on enseigne à nos étudiants pour leur dire, bon voilà, lorsque vous avez une idée, voici comment il faut proposer, il faut, je dirais, faire pour pouvoir aboutir à un produit à la fin ou bien à une œuvre à la fin. Donc, il y a une démarche, ce qu'on appelle généralement la démarche plastique. Donc, décider déjà l'idée, la mettre en forme et puis après voir est-ce qu'il faut y ajouter de la couleur, est-ce qu'il faut y ajouter de la forme, et ainsi de suite. Et puis voir quels sont les procédés qu'il faut utiliser pour sortir l'idée qui a germé. Donc, les idées, on peut en avoir, mais la mise en forme de l'idée, c'est toute une histoire. Alors, on va parler maintenant du business des arts. On le sait, le plus difficile, parce que dans un environnement où pendant longtemps, ce sont les musiciens, les chanteurs, les artistes, le
le show business en lui-même qui aura pris le pas. Comment vous faites aujourd'hui pour en vivre réellement? On sait que tu es patron de galeries d'art, de temps en temps, autant que faire se peut, tu fais des expositions, mais comment vous en vivez? Comment vous êtes organisé pour en vivre? Ben, il faut dire que c'est encore précaire parce que il faut dire qu'au niveau de la connaissance même de la matière des arts visuels est assez récente, comme je l'indiquais tantôt. Et puis, les gens ne trouvent pas encore l'opportunité de pouvoir investir dans l'art. Parce qu'ils se disent, mais bon, pourquoi aller mettre 1 million dans un tableau alors que je peux m'acheter une belle voiture ou bien des chaussures ou des habits, ainsi de suite. J'ai raconté une histoire, un ami qui était passé une fois, il voulait acheter un tableau et il y a sa femme qui était à côté. Et mais moi, je te demande toujours des pagnes là, tu n'achètes pas. Ces tableaux, petit tissu qui est accroché au mur là, que tu veux venir acheter à des millions. Bon, donc les gens ne comprennent pas. Ce qui fait que nous avons quelques difficultés. Mais il faut espérer, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai créé cette galerie d'art, le Basquiat, parce que moi-même ayant été formateur, bon, lorsqu'on forme les gens après, il faut pouvoir les mettre sur le marché, la diffusion. Il y a combien de galeries d'art à Abidjan? Il n'y en a pas assez. Donc les espaces de diffusion, des créations de nos artistes n'existent pratiquement pas. Le mécénat d'entreprise n'existe pratiquement pas parce qu'il faudrait quand même que les entreprises soutiennent les artistes, soutiennent les créateurs, les aident dans la création et dans la diffusion de leur création. Mais ce mécénat-là aussi, ça doit être encouragé par l'État. Parce que si l'État dit, par exemple, aux entreprises, si vous soutenez les artistes, si vous soutenez leur création, leurs activités, on pourra, par exemple, vous faire des facilités fiscales sur les impôts que vous aurez à payer. Je pense que les entreprises s'engageraient véritablement à soutenir les créateurs. Et l'État en lui-même, nous avons un ministère de la Culture. De plus en plus de maisons étatiques, institutionnelles sont construites. La maison des parlementaires, les ministères et tout ça. Et ces bâtiments, il y a au moins 100, 200, 300 bureaux. Si on demande par exemple à chaque galerie à Abidjan, il y en a une dizaine environ, bon, trouvez-nous quelques artistes à qui on achèterait des œuvres pour mettre dans chaque bureau. De sorte qu'il y ait au moins un tableau par bureau, il y ait au moins une sculpture dans chaque hall de grandes maisons d'institutions. Ça apporterait un peu de moyens aux artistes et ça les soutiendrait. Et ça soutiendrait également ceux qui s'engagent dans la promotion de ces artistes-là. Donc nous avons besoin véritablement de soutien. Nous avons besoin de mécènes, nous avons besoin d'appui étatique, d'appui privé, d'appui institutionnel. Est-ce que c'est pas parce qu'aussi vous n'avez pas dans ce milieu, comme dans la chanson, Baïs Pinto on l'a eu dans les années 70, mais je parle d'aujourd'hui, notamment Magic System pour la musique, Muriel Aouré, Didier Drogba pour le sport. C'est peut-être parce qu'il vous manque une sorte de porte-étendard de votre genre artistique que pour l'instant vous avez l'impression d'être un des parents pauvres de l'art en règle générale. Non, ça existe, hein, ça existe. Il y a de grands artistes. Nous avons Ouattara, Bakary qui est aux États-Unis, dont les œuvres sont aujourd'hui vendues à 50 millions, 100 millions, voilà, qui peuvent être des supports importants. Nous avons des jeunes également qui sont, je dirais, l'expression émergents, qui vendent. La seule différence, c'est que comme ce sont des arts relativement muets, parce que c'est individuel. Un peintre qui va faire son exposition, quand il a eu ses millions, il revient, peut-être qu'il va construire dans son pays, il va aider la famille, mais il n'y a pas grand bruit comme au niveau des arts du spectacle ou des arts de la scène, où il y a toute une logistique autour, où il y a du monde autour. On sait que lorsque notre aîné Baïs Pinto doit faire un concert, mais c'est le monde entier qui est informé, il y a toute une machine autour, il y a beaucoup d'activités. Or, au niveau du peintre, un peintre, il est invité, on dit on a besoin de 10 œuvres ou de 20 œuvres, tu viens avec, tu fais ton exposition dans la galerie, les dividendes après, c'est vrai que les retombées vont réjaillir sur ton pays, vont réjaillir sur ta famille, vont réjaillir sur ton environnement immédiat, mais le bruit autour n'existe pas. Donc c'est ce qui fait que les gens, surtout en termes de partenariat et surtout de sponsoring, il y a beaucoup qui n'y viennent pas parce qu'ils se disent, bon, est-ce qu'on va entendre parler de nous? Parce que lorsqu'il y a un concert, on dira que c'est telle ou telle entreprise qui organise le concert. Donc il y a beaucoup de bruit. Mais bon, pour la peinture qui reste assez muette ou la sculpture qui reste assez muette, bon, les gens ne trouvent pas souvent l'opportunité. Pourtant, c'est une erreur. C'est une erreur. L'art est un véritable support d'investissement
et de placement. Les grandes entreprises, les banques, les maisons d'assurance, en tout cas en Europe, aux États-Unis, les gens, ils achètent les œuvres d'art et qu'ils conservent. Parce que si vous achetez une œuvre à un artiste aujourd'hui qui vend peut-être à 100 000, si dans 2 ans, il a eu une cote assez importante et qu'il grimpe, son œuvre qui est de 100 000 peut coûter 1 million, peut coûter 2 millions. Donc du coup, celui qui a acheté l'œuvre, à peine 2 ans, il se retrouve avec une œuvre qui a une valeur de 2 ou 3 millions. Ce qui ne serait pas évident en mettant 100 000 francs à la banque et avoir 2 millions 2 années plus tard. Donc, il y a ces choses-là que les gens ne comprennent pas encore. Il faudrait qu'on incite nos jeunes cadres, nos amis, nos parents, nos oncles à pouvoir y aller et acheter des œuvres d'art. Cela soutiendrait les artistes et cela aussi serait d'un apport formidable pour notre développement. On serait tenté de demander à M. Nyambodé combien d'œuvres vous vendez, notamment ces œuvres gigantesques. On suppose que vous n'allez pas en produire des tonnes. Toutes les pièces sont des pièces uniques. Ouais, vous trouvez des acheteurs pour ces œuvres Oui, mais sinon, quand je travaille souvent, il y a des gens qui viennent vers moi. Il y a des gens qui viennent vers moi me proposer tiens, mais ton truc, ça me plaît. Et combien tu vends? Et quand je dis le prix, je vends ça à tel prix. Est-ce que vraiment qu'on pourrait te payer un peu est-ce qu'on pourrait te payer un peu comment? Je demande quoi? Quelles sont les conditions, machin d'abord. J'essaie de dire, mais si tu veux me payer, voilà. Ah, voilà. On va terminer justement sur la question des œuvres d'art, notamment la question relative aux droits d'auteur. Comment vos œuvres sont référencées, notamment quand ils parlent du prix, à la tête du client. Alors vous n'êtes pas, on ne peut pas, je vais dire, quantifier comme un album. On dit bon, un album c'est 2000 francs en minima, mais chez vous c'est plus complexe. Tarification et puis en plus vos droits en fait, comment ils vous sont reversés? Bon, c'est pour ça que les galeries d'art existent et c'est pour cela qu'il y a des marchands d'art. La plupart des grands artistes ont évolué parce qu'ils étaient dans un contexte assez formalisé, assez professionnel, où il y a des gens qui les encadraient, des marchands d'art qui ont fait connaître. Quand on parle des Picasso aujourd'hui, derrière il y avait des grands noms comme Henri Kahnweiler qui a fait promouvoir le cubisme, un peu comme les impressionnistes, c'était Paul Durand-Ruel. Donc il y avait des gens derrière. Et c'est la même chose pour nos artistes aujourd'hui. Il faudrait que nos artistes arrivent à collaborer avec les marchands d'art. Déjà, ça c'est bon, ça les protège. Et les galeristes. Parce que dans la galerie soutient, protège l'artiste en lui permettant de bien ordonner la fixation de ses prix. Parce que quelqu'un ne sort pas de l'école ou bien de l'atelier et du coup il dit je vais vendre à 10 millions. Sur la base de quoi? Les prix sont fixés d'abord sur, il y a les critères objectifs, le matériau utilisé, la carrière de l'artiste, où il a exposé. Quelqu'un qui expose dans la rue fait au même prix que quelqu'un qui expose dans un grand musée ou bien dans une grande galerie d'art. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait évident. Et puis après, lorsque l'œuvre prend de la valeur, c'est-à-dire lorsque la cote de l'artiste monte, parce que les gens demandent, sur tout marché, c'est l'offre de la demande. Voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, si l'artiste est demandé et que ses œuvres sont prisées et que tout le monde veut avoir l'œuvre, du coup, la cote monte et progressivement, ces œuvres peuvent coûter des prix assez intéressants. Et tout ça, c'est régi un peu un système où il y a des critiques d'art, des marchands d'art, des collectionneurs, des galeristes. En tout cas, c'est toute une industrie. C'est toute une industrie. Les lois sont assez carrées. Voilà. Tout a été déjà défini, prédéfini. Exactement. Voilà. Donc, on parlait de l'art africain qui a un bel avenir devant lui. Dans la deuxième partie de l'émission, lui, ses œuvres sont certainement des pièces de musée qui, dans 50, 100 ans, vont coûter extrêmement cher. C'est Baïs Pinto, on en